C'est un homme discret, un homme de l'ombre qu'on reçoit ce matin, de ces personnes qu'on n'entend pas ou alors très rarement dans les médias, banquier d'affaires de la nouvelle génération, architecte de l'empire télécom de Patrick Drahi. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui on me critique sur mon niveau de dette, mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Donc moi, quand je veux contracter un emprunt, je ne parle pas à ces gens-là, parce qu'ils sont des milliers. Je parle à des intermédiaires. Ces intermédiaires, ce sont les banques classiques que vous connaissez. L'un de mes principaux banquiers intermédiaires, mais ce n'est qu'un intermédiaire, c'est la BNP, par exemple. Donc la BNP dit, OK, Société Altis, je vais vous trouver un emprunt de 1 milliard, 2 milliards. Donc elle prend un mandat, comme un agent immobilier, et va placer ce milliard sur le marché, auprès des gens dont j'ai parlé il y a 2 minutes, qui sont ces fonds gérés par des personnes physiques, dont beaucoup sont des Français. Donc en fait, le monde de la finance est un bon monde, parce qu'il y a beaucoup de Français qui y travaillent. Donc numéro 1, numéro 2, un petit peu comme à l'école. Donc en France, on est numéro 2, après 25 ans de travail. Cap, tous les copains me disaient, mais t'es fou, tu vas perdre tout ton argent. Comme j'en avais pas, bon, il n'y avait pas de grand risque. L'investissement que nous faisons aux États-Unis, c'est le plus gros investissement jamais fait par un groupe français aux États-Unis. On a battu Sanofi. D'accord ? Donc on est entouré de gens qui sont beaucoup plus simples que nous. Est-ce que vous croyez que Patrick Drahi me donne des ordres? Wallah, il se fout de ta gueule. Est-ce que vous croyez que Patrick Drahi m'appelle? Ah, vous allez recevoir Florian Philippot. Je sais que c'est susceptible ici, cette question-là. J'ai eu un comité d'accueil tout à l'heure pour me dire qu'il ne faut pas parler de Drahi. Non, mais moi j'en parle de Drahi librement. Oui, vous avez raison. Je veux dire, alors... Ah bon? Le problème, c'est monsieur Mourad. Ah! Monsieur Mourad, on va parler des choses. Il était responsable média du groupe Altis, le banquier de Drahi. Il est parti. Il a rejoint l'équipe de monsieur Macron. Monsieur le Président de la Banque Centrale Européenne, cher Mario Draghi. Yves Fagès, je suis désolé, moi je veux dire, je vois l'image, je vois cette pyramide, je vois l'œil maçonnique ou l'œil Illuminati ou ce que vous voulez au sommet de cette pyramide. On est au cœur de la chose. Non, ferme-la, ferme-la. Ferme-la à tout jamais, physiquement. The opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. On est au cœur de la chose. Si George Bush est vraiment le leader des Illuminati, de la tendance droitière des Illuminati, disons, ben, il ne va pas aller dire devant tout le monde le nouvel ordre mondial. Ferme ta gueule. Tu la fermes définitivement. Tu fermes ta gueule définitivement. Et fin connaisseur des médias, ami d'Emmanuel Macron, il était à ses côtés dès le début et avant même le début de sa conquête du pouvoir. Bonjour Bernard Mourad. Désormais, cette voie que vous avez tracée, cet humanisme, qui pendant 8 ans s'est traduit dans le concret de vos actions, nous incombe à tous. Et je sais combien la présidente Lagarde, qui maintenant a la charge dans quelques jours de vous succéder, sait la place et l'importance de cet héritage. Je sais aussi toute l'importance qu'elle accorde à l'indépendance et la responsabilité qui va avec. Et je sais combien elle aura à cœur de laisser dans cette belle institution sa marque. Et je sais aussi que vous y prendrez encore votre part, au-delà d'un repos amplement mérité, car cet humanisme vit en vous. Et merci d'être au micro de France Inter. La présentation est un peu longue, mais vous avez une vie déjà pas mal remplie, je crois. Votre parole est rare, exceptionnelle même. Vous avez encore 15 jours de liberté de parole, puisque une fois que vous aurez pris la tête de Bank of America, Merrill Lynch en France, vous allez devoir être beaucoup plus réservé. Un banquier d'affaires qui investit Paris en force plutôt que Londres. On peut être banquier d'affaires et heureux ailleurs qu'à la City. Bien sûr, moi j'ai passé 5 ans à Londres entre 2000 et 2005. Je suis rentré à Paris en 2006 pour diverses raisons. La première raison, qui est la plus importante, est que j'ai rencontré la femme de ma vie à cette époque-là, qui habitait à Paris. La seconde est que ma mère... C'est une très bonne raison. C'est une très bonne raison, la principale. La seconde était que ma mère traversait une période difficile, donc je suis resté chez Morgan Stanley et je me suis relocalisé moi-même à Paris bien avant ces problématiques de Brexit. Et puis Paris, c'est ma ville. J'y ai grandi. Et après cette parenthèse londonienne, je suis rentré à Paris en 2006. Morgan Stanley, vous en parliez, vous avez fait quelques années dans cette banque d'affaires et vous avez reçu un jour un jeune énarque pour un entretien d'embauche. Oui. Il s'appelait Emmanuel Macron. On était en 2008. Oui.
Ce devait être un entretien d'embauche. Vous savez, dans ces cas-là, on n'est pas les seuls à participer aux entretiens d'embauche. C'est des processus où on rencontre des dizaines de personnes. Et puis finalement, on a très peu parlé de banque d'affaires, on a beaucoup parlé de littérature, et notre amitié s'est liée là. On a passé 1h30 ensemble. Et vous lui avez on a dit, très peu parlé de va banque. taper à la porte à côté plutôt que Morgan Stanley va chez Rothschild, et il a été recruté chez Rothschild, qu'on connaît la suite de l'histoire. Ce que je lui ai dit, c'est si tu viens chez nous, tu vas être à un niveau, on va dire, à l'américaine, où on ne va pas pouvoir te propulser très haut, très vite. Et il y a une banque qui sait très bien faire ça, qui est à 100 mètres, et qui est Rothschild. Et on sait qu'il aime être propulsé très haut, très vite. Vous pensez que ça peut être du pain béni? Ça peut faire venir des gens au parti de gauche? Non, je crois pas, parce que ça rend tout le monde triste. Moi, j'ai vécu 30 ans au PS, je l'ai quitté, mais bon, ça me rend pas joyeux de le voir, de voir ça. Mais puis ça m'écoeure en même temps. Je me dis, une partie de ma vie militante m'a été volée. Donc, si vous voulez, moi, ça me rend amer, parce que je me dis toutes ces heures que j'ai passées à faire des discours, à écrire des textes, à aller dans les sections, à parler des fois devant 10 personnes, d'autres fois devant 5, d'autres fois devant 200. Tout ce que je croyais de une espèce de fraternité, tout ça, c'était bidon, quoi. C'était un jeu d'apparence. Une fois, Fabius m'avait dit comme ça, il est incroyable cet homme, il me dit oh, tu sais, je crois que là aussi, ils ont dû tricher, hein. Si ça se trouve, ils ont triché, ça se trouve, on avait gagné, bah oui. Déjà, je ferai remarquer à ceux qui aiment les archives, ils n'ont qu'à regarder. Quand la soirée se termine, le score, c'est pas celui de la fin.